Bonjour. Je suis vraiment ravie d'être ici dans cette salle qui m'appelle d'excellents souvenirs de collaboration académique avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse. Et je tiens à réitérer mes remerciements au laboratoire dirigé par le professeur Lisa Kensal et toute ma reconnaissance à Super Sleh Salah Hamid qui l'a confié à prendre part aux différentes activités menées depuis dernier dans le cadre justement d'une réflexion générale sur l'art à partir d'une entrée qui est le manga. Et là, nous poursuivons sur les sciences humaines. En fait, moi je ne suis pas du domaine des beaux-arts, et pour avoir travaillé sur l'intermédiarité, donc je touche un tout petit peu à l'art. Je vais être bref, je vais vous dire comment on s'est organisé, puisque tout a été préparé hier soir. Il y aura 4 interventions, ce n'est pas une table ronde, mais on va essayer de faire de telle sorte qu'elle soit ronde. Il y aura 4 interventions et chacun essaiera d'aborder la problématique de la table ronde sous un angle particulier, celui qui le stimulera le plus, celui qui répond le plus à ses affinités, sa spécialité, etc. Voilà. Donc la table ronde sur le dialogue de l'esthétique, de l'art et de la littérature, il s'inscrit en fait dans le cadre du colloque qui a pour titre « Les sciences humaines au praxis, une urgence anthropologique pour l'homme postmoderne ». Donc le titre de la table ronde va poser un certain nombre de problèmes et de problématiques. D'abord le dialogue. Le dialogue, il est conçu à travers les civilisations, comme le stipule le titre. Or, si on regarde le titre du colloque, le titre fédérateur général, le colloque est plutôt centré sur l'homme postmoderne. Donc, est-ce qu'il s'agit d'étudier le dialogue à l'époque postmoderne ou plutôt de faire un bref rappel historique du dialogue à travers ces différentes disciplines? Toujours est-il qu'au tournant du XXe siècle, dans le XXIe siècle, avec l'hégémonie de la mondialisation, on parle de la fin de la littérature, de la fin de l'art. Et le numérique semble avoir une telle emprise sur les sciences humaines que plutôt la technologie qui l'emporte sur tout ce qui se touche à l'humain. Et le titre du colloque, je le rappelle, est Sciences humaines comme eupraxie. Eupraxie, ce mot-là, il est composé de E, qui vient du grec, bon, et praxie, qui signifie action. Eupraxie signifie donc bonne action. L'autre mot qui a attiré mon attention, c'est urgence. Que signifie urgence? Urgence est reliée aux sciences humaines, c'est-à-dire, pourquoi y a-t-il urgence? Est-ce que les sciences humaines sont aujourd'hui menacées? C'est la question fondamentale qu'on est amené à creuser autour de cette table ronde et dans le cadre de cette table ronde. Enfin, le mot postmodernité. Vous savez que postmodernité et postmodernisme n'ont pas le même sens. Le postmodernisme a plutôt un rapport avec l'art, mais particulièrement avec l'architecture. Donc, comment définir la postmodernité? En fait, il n'y a pas de consensus sur le terme, puisqu'il y a plusieurs interprétations, et c'est tout ce qui vient après la modernité, et les dénominations sont variées, nombreuses, hypermodernité, surmodernité, antimodernité. Donc tout cela pour vous dire que ce mot-là, il a été tellement galvaudé de nos jours qu'il est très difficile de lui donner une assise conceptuelle. Toutefois, le terme, il a servi à ouvrir à plusieurs théories. Il a ouvert la voie à plusieurs théories et il a aussi permis de comprendre les mutations les plus importantes de la fin du XXe siècle. Et si le terme est aujourd'hui galvaudé, voire démodé, je le reconnais moi-même pour avoir travaillé sur ce concept-là, concept entre guillemets on va dire, c'est peut-être parce qu'il est incapable de s'inscrire dans un cercle conceptuel. Par quoi se caractérise la postmodernité? Le contexte est celui de la globalisation et celui du néolibéralisme, donc celui de la fin de la foi en le progrès. Le progrès a révélé son échec. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas servi le bonheur de l'homme. Et la crise qui s'installe après les 2 guerres mondiales et surtout après la guerre froide, elle va avoir un impact sur la société, la politique, l'économie, comme étant, il va en quelque sorte façonner l'individu. Cet individu qu'elle va façonner, il sera en quelque sorte un sujet qui
qui est en quête d'identité. C'est un sujet qui n'a pas de repère. C'est un sujet qui est accueilli et qui accueille. Il est accueilli par la diversité et il accueille la diversité. Et le concept de postmodernité va envahir pratiquement toutes les disciplines. On parle de culture postmoderne, d'économie postmoderne, de littérature postmoderne, et la crise qui s'installe à l'ère postmoderne, c'est une crise identitaire, logique aussi, et la logique, c'est une logique utilitariste, d'autant plus qu'on assiste à l'accélération technologique. Mais dans ce contexte-là de marchandisation, il se trouve que nous avons toujours besoin de l'humain, comme le souligne Edgar Morin dans l'un de ses textes, le dialogue sur la connaissance. C'est un entretien en fait. Il dit qu'on ne peut pas vivre seulement sur la quantité. Le profit, donc l'humain, est très important, d'autant plus que maintenant, avec les avancées spectaculaires de l'intelligence artificielle, l'humain est vraiment menacé. C'est pour cela qu'on parle d'urgence. Que veut dire intelligence artificielle? Déjà dans l'intelligence, il y a cette définition de l'intelligence comme faculté de penser, de raisonner, d'imaginer, de mémoriser, de percevoir le monde, de percevoir l'autre. C'est le langage qui fait la singularité de l'homme. Et comment cette intelligence de l'homme va-t-elle se retourner contre l'homme? Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle une menace pour l'humanité? Il faut toujours souligner que l'intelligence artificielle n'est pas une révolution, mais une évolution, mais plutôt une évolution. Alors revenons à notre titre de la table ronde, le dialogue entre art, littérature et esthétique. Faut-il rappeler que ce dialogue existe depuis l'Antiquité? On peut rappeler très brièvement l'évolution de ce dialogue entre esthétique, art et littérature à travers les civilisations. On sait que l'Antiquité, c'est l'époque du fondement de l'esthétique, pas au sens moderne du terme, bien sûr, mais l'esthétique comme réflexion philosophique. Et dans ce fondement-là, le lien entre la littérature et l'art existe. On le trouve chez Platon lorsqu'il parle de la mimesis, c'est-à-dire de cette imitation trompeuse du réel. Et on sait que Platon s'est méfié surtout des poètes, parce que Platon, dans la Révolution, il le dit, il explique que le monde sensible est déjà une copie des idées. Or l'art, y compris la poésie, et en plus le poète, imite le monde sensible, donc il est éloigné du monde des idées, il est éloigné de la vérité. Le poète, il flatte l'émotion et non la raison. C'est pour cela que Platon l'exclut de la cité. Il n'est pas contre l'art, mais il estime que l'art doit servir la vérité et la beauté. Et l'esthétique, on la trouve aussi chez Aristote, lorsqu'il valorise la tragédie comme forme d'art, puisque pour lui, la tragédie a un rôle cathartique. Si quand on parle de beauté, de mimésis, d'inspiration poétique, Aristote, lui, il a une vision positive de l'art. La mimésis, pour lui, contrairement à Platon, n'est pas perçue comme une tromperie, mais comme une forme de connaissance. Donc on voit qu'à l'Antiquité, l'esthétique est juste une réflexion philosophique sur les formes, sur le beau, sur la représentation. Au Moyen-Âge, l'art et la littérature sont aussi liés. Ils sont liés à travers ou dans un langage divin pour parler de la beauté spirituelle, parce qu'ils sont au service du sacré. L'esthétique est une esthétique de la transcendance. Mais on trouve cela dans le monde islamique aussi, avec la poésie raffinée de Rumi, Jalaluddin Rumi, qui est un poète soufi persan du XIIIe siècle, poète mystique, et c'est le poète de l'amour. Dans le monde islamique, toute représentation est prohibée. Vous le savez tous, il y a d'autres formes visuelles, et c'est la calligraphie qui est la forme visuelle privilégiée. On la rencontre dans le texte coranique, écrit avec raffinement dans les arts décoratifs, surtout dans les mosquées, pour refléter l'ordre divin. Il y a aussi des manuscrits, des illustrations. Et c'est bien que la calligraphie est une forme littéraire. C'est aussi une image à l'époque actuelle, c'est-à-dire de nos jours. Un artiste tunisien, spécialisé dans la calligraphie de la langue arabe, a de nombreuses contributions. Il a contribué au texte de Gibral, texte de Khayyam, texte de Melech. Il a exposé à l'Institut du monde arabe en 2018. Donc, on a fait le saut depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle
On va revenir à l'époque ancienne, mais revenons à la Renaissance et à l'humanisme, pour dire en très très peu de mots, je ne dois pas non plus accaparer la parole, que la Renaissance qui est découverte comme, qui est plutôt considérée comme la redécouverte de l'Antiquité, de cultiver l'esthétique du beau, de l'idéal, de l'équilibre et de la mesure, que c'est vraiment au XVIIIe siècle qu'on assiste à la naissance de l'esthétique, et qu'au XXe siècle, il y a une rupture par rapport à tout cela, puisqu'on passe de la représentation à l'expression, puis à l'expérimentation. Et là, c'est fondamental pour ce qui est de l'évolution de l'esthétique, de l'art et de la littérature. Je vais passer sur les exemples parce que sinon ça nous prendra beaucoup de temps. Donc toute la question est de savoir s'il y a urgence. Est-ce qu'il y a urgence et est-ce que ce dialogue-là devrait agir? Si le dialogue devrait agir, comment devrait-il agir? Comment le dialogue entre esthétique, littérature et art doit agir, mais surtout dans quel sens? Agir dans un contexte qui est dominé par la technologie, par le virtuel, dans un contexte où on parle de transhumanisme. Quelle fonction ce dialogue peut-il avoir? Et quelle fonction doit-on attribuer aux sciences humaines? Quelle mission doit remplir ou doivent remplir l'esthétique, la littérature et l'art? Et dans quelle finalité faut-il investir leur dialogue? Au service du beau, au service de la sensation, de l'émotion, alors que le monde est de plus en plus déshumanisé, le monde est de plus en plus concurrencé par la machine, voire remplacé par la machine. Comment passer d'une beauté fixe telle qu'on la découvre dans la littérature, dans l'art, comment on passe de cette beauté-là vivante à une beauté du mouvement? Et l'exemple qui me vient à l'esprit est celui de la lecture performante, la poésie sonore par exemple, c'est-à-dire que c'est l'esthétique qui est au service de l'art et de la littérature, et elle devrait être participative, certainement, elle est sensorielle, mais elle doit être aussi encore participative. Agir sur le public, agir sur l'autre, aller vers l'autre, et essayer de rencontrer l'humain qui est encore dans l'autre, qui existe encore dans l'autre. C'est surtout dans le domaine de l'enseignement, c'est sur cela que je conclue mon dada, c'est surtout dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine éducatif, en essayant de développer des compétences transversales, d'accorder l'importance à la créativité, à l'esprit critique, à l'imagination, ne pas enseigner des savoirs figés, mais des pratiques vivantes qui conduisent les élèves à penser, à sentir, à habiter le monde autrement. Et là, il faudrait faire appel à la diversité des supports. Et la formation, à mon sens, elle devrait être, là c'est mon credo, le credo de l'État Morin, et je le partage entièrement. La formation devrait être imprégnée de la pensée complexe de l'État Morin dans ce monde-là, qui est porté par la marchandisation et la technologie. La question finale, c'est comment consolider la solidarité entre les hommes, comment jeter le pont entre les différentes cultures, comment promouvoir la dimension interculturelle pour rapprocher les peuples, les pays et les civilisations. Le dialogue devrait être non seulement celui de l'art, de la littérature et de l'esthétique, mais le dialogue aussi des hommes, des pensées, qui sont portés par la littérature, un dialogue vivant, réel, imprégné de la sensibilité humaine. Et je vous remercie de votre attention. Je ne fais pas la modération, mais... Ouais, je pourrais t'emboîter le pas pour parler un peu dans le sujet qui touche aux notions d'esthétique, art, esthéticité, artisticité, le sens de l'art. Qu'est-ce que l'art est censé apporter à la vie, à l'homme, à la conscience individuelle et collective, à une échelle proprement humaine. Alors, je partirai évidemment pour être un peu dans le projet et dans notre terminologie, donc présentée par Goethe, donc esthétique, l'art, le rapport des deux.
Alors, étymologiquement, le mot esthétique est dérivé du grec esthésis, signifiant beauté, sensation, et qui définit la théorie du sensible. Ce sens est présent dans la critique de la raison pure de Kant, où l'esthétique est définie comme étant la science du sensible et de l'intuition, par opposition à la logique qui est la science de l'intelligible. Il faut attendre Hegel, Frédéric Hegel, 1770-1831, qui lui intègre l'esthétique dans son système de pensée comme une philosophie de l'art, lequel a, selon lui, pour but d'exprimer la vérité. Pour Hegel, l'art est une objectivation de la conscience, au moment où l'œuvre d'art est le moyen privilégié par lequel l'esprit humain se réalise. Et c'est d'ailleurs Hegel qui développe un système des beaux-arts divisé en 5 arts principaux: architecture, sculpture, peinture, musique et poésie. Évidemment, l'époque, la durée se chargera d'enrichir ce paradigme, parce que la liste des arts aujourd'hui est autrement plus fournie que du temps de notre Hegel. Il faut savoir que pour ce philosophe majeur à mes yeux, la réflexion sur l'art est liée à la façon dont l'élément sensible migre vers la pensée pure et libre, comme par exemple c'est le cas dans les grandes œuvres, qui sont en elles-mêmes des manifestations sensibles des vérités absolues et qui y renvoient via les yeux des spectateurs contemplateurs. Nous pouvons, en l'occurrence, penser à l'art égyptien ancien, qui renvoie au sacré, ou encore à celui des fresques de la chapelle Sixtine, réalisé par Michel-Ange au début de la Renaissance italienne, à la commande de Dupas. Ces œuvres de valeur universelle et qui participent du patrimoine mondial inspirent encore aujourd'hui les visiteurs du monde entier un sentiment tout en recueillement et spiritualité, sans que pour autant ces derniers participent de la foi chrétienne. Ce ressenti ne leur venant pas obligatoirement du fait de reconnaître de façon spécifique les épisodes de l'iconographie chrétienne représentés par l'artiste. Cela leur est dicté par les idées sacrales dont est pénétré le tracé artistique en finesse, une palette des tons, couleurs et lumières participant du génie incommensurable du grand Michel-Ange. C'est dire à quel point la grandeur de l'œuvre se réalise au point de jonction entre le génie plastique de l'homme et d'une vérité spirituelle en consistance, s'agissant ici de vérité religieuse. Mais il pourrait aussi bien s'agir d'autres vérités de veine philosophique, éthique ou autre. Pensez à l'art bouddhique, par exemple, des statues de Bouddha au mandala. Chaque pièce est chargée de signification, servant de support à la pratique méditative, poussant les contemplateurs à cultiver les vertus de sagesse, de compassion, etc. Or, à notre époque postmoderne ou hypermoderne, c'est comme on veut, qu'en reste-t-il? Voilà la question qui, moi, m'importe en particulier. Ainsi, si Hegel lui-même, à son époque, a décrété la fin de l'art pour avoir épuisé son rôle de relais spirituel, et ce disant, il renvoie à un changement dans l'histoire de la culture occidentale où l'art n'est plus la forme suprême de l'esprit, mais une manifestation servant désormais à transmettre d'autres significations dans le profane. On voit qu'il ne lui relie pas pour autant sa vocation fondamentale de relayer du sens. Je cite Hegel dans son œuvre majeure, l'esthétique. L'art est et demeure, du point de vue de sa plus haute destination, quelque chose de passé.
En revanche, il a aujourd'hui d'autres significations. Si donc Hegel décrète la mort de l'art pour ne plus relayer, moyennant des formes sensibles, que des significations autres que sacrales, que dire alors de notre époque, postmoderne, où une pléthore cacophonique de réalisations artistiques se revendique carrément comme non signifiantes, et qui en vérité sont parfois en dessous du seuil de cette revendication, car par-delà cette revendication, elle relaie un sens, mais nihiliste. Un sens recouvrant précisément des antivaleurs, instituant la marchandisation de l'humain et tout ce qui s'y rattache. Je pense à toutes les manifestations artistiques, et qui n'en sont pas, du moins au sens du terme, qui courent dans les réseaux sociaux ou dans les musées d'art contemporain, par exemple sous le signe du consumérisme art. Deux exemples. Une jolie femme sortie du supermarché, les bras chargés de paquets. Ou encore, un rayonnage toujours au supermarché, bondé de boîtes de conserve. Ou encore, une jeune femme portant des lunettes de marque. Tandis que d'autres œuvres qui ressortent du body art, performance, ne font pas mieux. J'ai retenu un tableau qui représente un corps masculin labouré de tatouages et accroché par la peau du dos, comme une carcasse bestiale, à une barre métallique fixée en hauteur. Il faut croire que l'élévation de la sorte d'objet banal au rang d'art fondable, depuis l'éveil du chant, sa route, les bicyclettes, son nez noir, etc., qui date de l'année 30, en passant par les boîtes Rio de l'Américain en Zéroll, aux années 60, jusqu'au modèle cité tout de suite, la pratique est la même. Et cela m'interroge. Et me pousse à me demander, se peut-il que entre l'art conçu pour le simple plaisir rétinien et celui qui revendique son non-sens et sa non-esticité, alors expressément, l'homme d'aujourd'hui, se peut-il vraiment qu'il soit dans l'incapacité totale d'imaginer jamais une ou d'autres manières de s'inscrire dans la perspective enfin de réparer, colmater, ou pour le dire autrement, de remblayer la brèche. Non, le creux abysmal ouvert sous ses pieds, ainsi que sous celui de ses semblables. L'artisticité ne devrait-elle pas être l'apanage des seules œuvres qui, moyennant un faire inventif digne de ce nom, viendraient injecter du sens à notre réel qui en est de plus en plus délesté? C'est encore ma question. J'enchaîne sur là, puisque c'est plus mon angle d'attaque, puisque je suis plus dans le domaine des arts plastiques. Donc, voilà, la question qui était posée, c'était le praxis. Donc, comme on l'a dit, il y a le mot bon et le mot être dedans. Donc, sur le bien-être. Et comment est-ce que, donc, moi je l'ai pris comme ça, comment est-ce que les arts plastiques pourraient apporter un bien-être malgré tout le chamboulement qu'il y a dans ce monde? Et alors j'ai entendu le point de vue de Hayek. Bon, bien sûr, on aura des petites divergences d'opinion, mais je voudrais apporter une touche un peu positive à ce monde, ou même à la compréhension de l'art contemporain en particulier. Et donc, pour moi, le plus simple, c'était de vous parler d'un type, d'une tendance de l'art qui se fait de plus en plus,
et qui j'espère, va se développer encore plus face à ce monde de marchandisation de l'art contemporain. Donc il y a, depuis à peu près une vingtaine d'années, alors c'est vrai que je vais quand même donner quelques dates pour avoir quelques repères historiques. Alors Ariel a parlé tout à l'heure de Duchamp. Alors c'est vrai qu'à partir de Duchamp, c'est-à-dire les années 1920, on a déjà un premier soubresaut de compréhension de l'art. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à la peinture, à l'image, au dessin traditionnel. On sent que la photographie est passée par là et a fait bouger les espaces. C'est-à-dire, avant, l'art c'était la reproduction de l'extérieur, d'un paysage, d'une personne, etc. Et la photographie faisait mieux que le propre paysage ou de la propre personne. C'était plus. On pouvait donner avec une peinture un caractère à un roi ou à un prince, un caractère qu'il n'avait pas par la façon de peindre, de rendre les choses. Avec la photographie, ça a bouleversé beaucoup de choses et l'art s'en est trouvé, bien sûr, changé. Donc on a eu des approches dans les années 20, Duchamp, qui va signer un mur en 1917, etc. Et dire voilà, ça c'est de l'art, etc. Donc moi j'ai quelques repères que je veux vous donner parce que ça me permet d'arriver à ce que je veux vous démontrer. Donc 1917, 1920, Duchamp, le rapport à l'inframas, etc. Je passe à beaucoup plus loin. On a les années 60 où les artistes décident ne veulent plus du monde commercial, marchand, de l'art, ils décident de partir dans les grands espaces américains et c'est ce qu'on appellera les land artistes. Alors, qui n'ont de land artistes que le nom, parce qu'en fait, ils ne se sont jamais revendiqués en tant que tels. Il n'y a jamais eu de manifeste comme il y a eu avec le surréalisme dans les années 30-35. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Mais ils avaient envie d'en finir avec le monde de l'art marchand, c'est-à-dire ne plus dépendre des galeries, etc. Donc, ils sont partis créer dans les déserts américains, dans les grands espaces, ouvrir à autre chose. Sauf qu'ils ont été quand même rattrapés par le système où il faut bien vivre. Et à un moment, ils sont revenus, une fois qu'ils avaient fait leurs expériences entre amis, il fallait qu'ils vivent, et ils ont créé à ce moment-là ce qui s'appelle les non-sites. C'est-à-dire qu'ils allaient sur des sites, ils voyaient des choses, et ils ont créé des non-sites, c'est-à-dire ils ramenaient soit des cailloux qu'ils avaient pris dans les déserts, soit des photos, et c'est devenu ce qu'on appelle des non-sites, avec les vidéos et les photos, ce qui fait que l'œuvre d'art n'était plus ce qu'on voyait, le réel, mais l'image du réel. Donc c'est ce qui était commercialisable finalement pour eux. Ensuite, dans les années, donc ça c'était le début des années 60-65, 1969, une très grande exposition, la Documenta de Cassel, où là, il y a le commissaire, dont j'ai oublié le nom, j'y pense maintenant. Donc, il crée une scission, c'est-à-dire que son expo s'appelle Quand les formes quand les formes sont de l'art, c'est-à-dire l'expérience de l'art. Donc là, on rentre dans un autre type de rapport à l'art. C'est-à-dire même le simple acte de marcher devient, la simple démarche devient une œuvre d'art. Donc là, c'est 69. Nous avons ensuite 1989, Les Magiciens de la Terre, où là, on a Jean-Hubert Martin, le commissaire, qui invite des artistes occidentaux à se mêler à des artistes non occidentaux. Et là, on va émerger un autre monde de l'art, d'autres façons de penser, d'autres façons de créer, d'être au monde. Et on en est, jusqu'à maintenant, on est dans la suite des Magiciens de la Terre, jusqu'à maintenant. Et donc, il y a eu d'autres expos du même genre, Le Regard de l'Autre, etc., etc. Et donc, moi, de tout cela, en France, là je parle pour le cas de la France, j'ai vu émerger des mouvements qui n'étaient plus du monde du tableau, de la sculpture, mais ce qu'on pourrait dire
dire, un peu de la relation sociale de l'art. C'est-à-dire que, comme le disait Bayet ou Étienne, c'est-à-dire qu'il y a dans ce monde d'hyperconnectivité, il y a une façon d'aller à l'encontre du système marchand et de pouvoir utiliser la connectivité à des fins plus saines. Alors, je veux vous parler donc d'un mouvement qui est né dans les années 90-95 et que moi j'ai appelé, disons, l'artiste en résonance. C'est-à-dire qu'il se réfère à d'autres champs de référence pour les mêler à l'art. Donc je veux parler par exemple de l'artiste en apiculteur. Donc on sait que l'apiculteur, c'est celui qui recueille le miel des abeilles. Et donc il y a des artistes qui se revendiquent artistes apiculteurs et banquiers, ce qui peut paraître contradictoire. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Et il y a eu, ils ont fait une expo dans les années 95-98, une expo qui s'intitule Time is Honey, en reprenant le fameux slogan financier Time is Money. Donc le temps est au miel et le temps est à l'argent. Donc ces artistes, ce ne sont plus, alors les artistes qui ont créé ce type d'exposition, c'est le parti politique, ça s'appelle comme ça, mais à l'origine, c'est un artiste qui s'appelle Olivier Darnay, mais qui est, on peut faire dire le parti politique parce qu'à l'intérieur de ce parti, il y a des organismes, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des agriculteurs, des apiculteurs. Voilà. C'est tout un regroupement de personnes de la société civile qui participent à cela. Alors, on peut dire que quelqu'un comme Olivier Darnay, c'est un artiste, mais c'est surtout un éco-citoyen, c'est-à-dire il a pris conscience des modifications de tout ce qui se passe dans le monde, et il se présente comme un artiste urbain et directeur de banque. Alors, cela peut paraître contradictoire ou faire sourire, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle banque. Il est effectivement directeur d'une banque. Mais c'est une banque qui rentre dans sa démarche artistique et économique, et qui s'appelle les 3 A. Alors, le premier A, c'est l'art, le deuxième, c'est l'argent, et le troisième, c'est l'abeille. Donc, il utilise donc des pratiques collaboratives et participatives que l'on retrouve beaucoup dans le monde de la coopération agricole et paysanne. Bien que ses recherches aient commencé avant 2012, parce qu'il a eu le prix Coal en 2012, cet artiste. Le prix Coal, c'est un prix attribué à l'art et à l'écologie en France, qui est chaque année, qui est attribué à Coal. Ça veut dire coopération, art, etc. Je ne sais plus le S que ça signifie. C'est une coalition, voilà, coalition pour l'art et l'écologie. Donc, il a donc eu le prix Coal, et la thématique c'était la ruralité. Et donc lui, il avait proposé comme projet la banque des reines. Donc les reines en parlant des abeilles. Voilà. Donc, alors, en créant le parti politique, il inaugure une nouvelle forme de signature partagée entre l'homme et la nature, en réconciliant des éléments qui n'avaient apparemment pas grand-chose à voir entre eux. Par exemple, la ville et la campagne, l'abeille et la ville, le public consommateur et le public féru d'art, la spéculation financière et l'économie participative, etc. Pour que vous soyez, l'humanisation du monde est terminée. Et c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que nous avons oublié le monde. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il se trouve qu'au surplus, il y a le monde. Ce que j'appelle le monde ici, il faut que je m'arrête 2 secondes là-dessus. Évidemment que le monde est humanisé et qu'il n'y a que les humains qui puissent prononcer le mot de monde.
Heidegger dit « L'animal est pauvre en monde ». J'aime beaucoup Heidegger, ça c'est une bêtise monumentale qu'il dit, comme vous savez, dans un traitant. L'animal n'est pas pauvre en monde. Il est dans le monde comme l'eau est dans l'eau. Vous connaissez la formule de Georges Lataille. Ça veut dire que l'animal est au monde non pas par l'entremise de représentation, d'idées, mais un acte de présence. Alors bon, vous avez compris mon paradoxe, je pourrais en rester là. Je le développe un petit peu. J'aime bien ce que tu dis, Franck, sur la pollinisation du monde. Il nous faut repolliniser le monde et nous ne faisons que le polluer. Polliniser, c'est le contraire de polluer. Polluer, c'est quoi? C'est rendre tout humain. Les déchets à la surface de la planète, l'impossibilité de faire un monde dans lequel vivre, ça n'est rien d'autre que l'humanisation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot de progrès est un mot éminemment réactionnaire. Les grands révolutionnaires, vous le savez, du XVIIe siècle, enfin, le premier à dire ça, le premier c'est la bourgeoisie, c'est l'argent. C'est Marx. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de réactionnaire dans mon propos là, mais le problème c'est le progrès. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons le progrès n'est rien d'autre que le développement exponentiel, panique, de ce que la théorie critique allemande, Adorno, a appelé, au XXe siècle, la raison instrumentale. Le progrès, c'est le triomphe de la raison instrumentale. Qu'est-ce que c'est que la raison instrumentale? Toute civilisation confondue et toute qui sait, religion confondue. Je sais bien que les religions se disputent entre elles le partage du monde, mais peut-être faut-il les mettre sur ce terrain-là, toutes dans le même sac, s'il le faut. Pourquoi est-ce que je dis ça de cette façon? Je pense aussi bien, vous m'en excuserez, hein, moi-même je viens des religions du livre, enfin, vous voyez, j'ai été baptisé chrétiennement, etc. Mais les religions du livre ont joué un rôle dans cette idée du progrès infini. Nous avons inventé le temps contre le monde. Comment et pourquoi avons-nous inventé le temps et l'histoire contre le monde? Parce que nous avons cru à un moment donné que le monde n'existait pas encore et que l'humain avait à continuer à le créer et que le monde finirait par être parfait à la fin des temps. L'idée qu'un jour nous trouverons la perfection, que ce sera le paradis, que le monde sera parfait, c'est-à-dire entièrement humanisé, ressemblant entièrement à l'idée que nous nous faisons de la perfection. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est l'idée de progrès, c'est l'histoire, c'est l'installation de la productivité comme mode de vie. Toujours plus, toujours mieux, à faire, à consommer, etc. Ça s'appelle très simplement la fin du monde. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la fin du monde? C'est très simple. Parce que le monde, c'est deux choses conceptuellement. C'est le monde muet, tout ce qui n'est pas humain. Ce qui était là avant et ce qui sera là après. Ce que Francis Ponge, le poète, appelle le monde muet. Pendant que nous bavardons, que nous nous disputons et que nous allons vers la perfection, ça continue dehors, dit Ponge. Nous sommes là, mesdames, messieurs, dans une conférence, bien connue à Francfort. Nous parlons, je vous parle de poésie, vous m'écoutez ou pas, mais ça continue dehors. Ça, c'est la parole du poète. Le poète dit, tout n'est pas humain dans le monde, ça continue dehors. Il y a des orages, il y a des abeilles, il y a des choses qui se passent dans notre dos. Je reviens à mon monde. Le monde, c'est donc le monde muet, le monde non humain. Mais c'est vrai que nous, les humains, nous donnons une acception particulière au concept de monde et nous avons raison. C'est quoi le monde? Aussi, c'est ce qui est habitable. Le monde, c'est ce qui fait que, quand on y est, on se sent être quelque part. Être au monde, c'est avoir l'impression d'être quelque part, aussi bien n'importe où, ici, maintenant, là. Pas tout à l'heure, quand on reprendra l'avion pour partir. Le monde, c'est ce qui, ici et maintenant, nous accueille
et fait que nous nous sentons où nous sommes, je dirais peut-être même, vous voyez, sans repère. Le monde est le repère immanent de nos présences. Nous ne savons pas où nous sommes, bien entendu, puisque nous ne savons pas où nous sommes par rapport à où. Mais nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Même un Dieu ne peut pas nous le dire. Parce que ce qui fait la caractéristique du Dieu, c'est qu'il est le mystère d'être. Et peut-être même plus grand que le mystère d'être Dieu. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est une sacrée difficulté d'être. Que faire? La question que pose ce colloque, c'est la question que faire? Mais nous ne savons pas que faire, parce que nous ne savons pas pourquoi, pour aller où, etc. Il y a une chose très simple qu'il faut que nous comprenions, sinon c'est la fin du monde, c'est qu'il ne faut pas faire tout pour que le monde devienne parfait, c'est le contraire, il faut rétro-pédaler. Il ne faut pas poursuivre l'histoire jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Aristote. Pour ça que je me sens grec, mais pas aristotélicien. Pour moi, la philosophie, elle finit avec Platon. Avec Platon commence la modernité qui fait qu'on veut que le monde ressemble à une idée. C'est la définition de la folie. Le fou, c'est pas celui qui n'a pas d'idée, c'est celui qui n'a que des idées. Bon, mais Aristote, tout de même. Aristote dit voilà, l'infini ne peut pas être un modèle. Apeiron ou arché. L'infini ne peut pas être un fondement. Nous ne pouvons pas conquérir l'infini. Si la vérité est au bout du temps, nous ne la trouverons jamais. Parce que par définition, plus nous avancerons, plus l'horizon de la vérité reculera. Il faut que nous sentions que nous sommes au monde comme si ce qui nous accueille sans raison, sans repère, et que l'absence même de raison et l'absence même de repère constitue le repère fondamental. Vous voyez un peu où je veux vous amener, je dis ça pour ma chère collègue avec qui nous avons eu des conversations extrêmement fructueuses à ce niveau, parce qu'elle a raison de penser que, cependant, ce dont nous manquons, c'est de sens. Et alors moi, je fais une différence entre la signification et le sens. La signification, c'est le fait, pour une chose, de vouloir dire autre chose qu'elle. Ceci veut dire cela. Le sens n'a aucune signification. Le sens n'a aucune signification. Le sens est porté de façon immanente par le fait de faire acte de présence. La raison instrumentale, c'est le fait d'imaginer qu'on va pouvoir recoller les morceaux du monde et de la représentation. Lorsque le monde ressemblera définitivement à nos représentations, alors nous serons arrivés. Est-ce que nous pouvons avoir confiance dans ce point de vue, qui est le point de vue de la métaphysique rationaliste occidentale et des religions du livre, fondamentalement, qui se ressemblent? Et Marx, c'est la religion juive, vous savez. Hegel, c'est un chrétien, un protestant. Donc, il faut voir, vous voyez. Je ne dis pas qu'il faille devenir tous des penseurs zen, mais il faut voir. La question de l'histoire, c'est une question complexe. La raison géométrique, c'est en même temps, elle a aussi une dimension spirituelle, vous voyez. Il faut faire attention. Notre problème, c'est que nous savons que nous ne pouvons pas compter sur le fait de faire coïncider le monde avec nos idées. Pourquoi? Parce que nous le faisons depuis toujours et que nous voyons où ça nous a conduit. Et qu'aujourd'hui, le monde a coïncidé avec nos idées. Le monde est notre idée. Ça n'est plus que notre idée. Lorsque nous sommes addictivement perclus de nos portables, nous sommes devant les eidos, devant des idées. C'est quoi eidos en grec? La prise en vue. L'idée, c'est ce qui rend le monde homogène à la vue humaine. Il se trouve que le monde ne ressemble pas à ce que nous en voyons. En plus d'être regardable et visible, il est existant, ce qui est tout à fait différent. Jean-Luc
Nancy dit une chose merveilleuse quelque part, j'ai oublié où, il dit voilà, il faut enseigner aux enfants à faire la différence entre le monde comme étant vu et le monde comme étant là. Seulement, pour savoir ce que ça veut dire, le monde comme étant là, il faut se lever le matin, parce que ça ne veut rien dire du tout. Et cependant, c'est une chose que nous éprouvons très fortement. Le matin, j'ouvre la fenêtre, ça n'a aucune signification d'ouvrir la fenêtre. J'essaie de voir si le monde est toujours là. Et où qu'il soit, il était là avant, il sera là après. Je constate que le monde est là. La bonne humeur, c'est de constater que le monde est là. La mauvaise humeur, c'est de vouloir mettre autre chose à sa place. Ce que notre civilisation fait depuis si longtemps. Vouloir mettre autre chose à la place du monde, la mauvaise humeur, ça s'appelle la dévastation chez Heidegger. L'antidote, ce pourrait être l'art. Oui, c'est vrai. Et alors je dirais, j'en termine, nous avons un peu plus de temps, ce qui fait que peut-être ensuite on pourra revenir sur ce que chacun aura dit. On a dit ça là. Je viens de perdre le fil. Mais enfin, c'est très bien. Vous voyez, le monde reprend ses droits. C'est très bien. L'art comme moyen de résistance à la dévastation, c'est peut-être l'art de vivre, après tout, vous voyez. C'est peut-être l'art de vivre, savoir que faire pour être à la hauteur d'une situation miraculeuse. Ce qui est le miracle, c'est que ce qui est soi divine le choix. Il est esthétique. Hein, vous savez que c'est comme ça qu'il définit l'esthétique. Le miracle est esthétique, c'est que ce qui est soi. Pas que les choses soient comme elles sont, mais qu'elles soient. Parce que c'est ce qui résiste le plus et dans quoi on ne peut pas entrer. Le miracle que ce qui est soi, on ne peut pas y entrer, on peut l'incarner en quoi faisant? En étant. Ça veut dire quoi imiter le verbe être? Que faire? Je reviens à ce que je disais l'autre jour. La merveilleuse formule de Jean Beaufret, qui pour moi a presque une dimension religieuse, et qui peut être au fondement de toutes les religions en vérité, dans ce qu'elles ont de bon. Être là comme ça. Le grand art, c'est être là comme ça. Voilà les quelques pierres que je voulais jeter dans le monde que j'avais. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous allons débattre entre nous ou plutôt donner la parole à la salle. C'est vrai que nous aimerions vous écouter aussi. Est-ce que ça soulève des questions ou pas du tout? Vous n'êtes pas obligé de réagir uniquement à des interventions. Vous pouvez aussi commenter l'intitulé de la table ronde. L'humanisation du monde continue à côté. Ça continue dehors. Oui, il y a discuté un peu, et puis il faut. Peut-être que ça pourrait les inspirer aussi. Et que l'auditoire nous interrompe. Voilà. C'est très bien d'interrompre le processus logique. Le butin du monde est qu'ils vont récolter ce qu'ils appellent l'or du ciel, c'est-à-dire le miel, et ils vont le partager avec la population. Donc, l'intérêt de ces recherches nouvelles, c'est qu'on n'est plus dans les mêmes procédures d'art. On n'est plus dans le tableau, on n'est plus dans la sculpture, on est dans une forme complètement différente, complètement altérée. Hein, il ne s'agit pas de découper, d'inciser, de plier des surfaces, etc. C'est tout à fait autre chose. Le support peut être la rue, puisqu'ils mettent des ruches sur des toits à Paris. C'est des abeilles urbaines ou des grandes villes. Donc le support peut être la rue, le quartier, la ville, ça implique la population de ces quartiers.
qui pourtant ne sont pas intéressés par l'art, mais qui comprennent mieux les choses parce qu'ils sont intégrés. Hein, ça ne peut pas être quelque chose d'élitiste. Donc, vous allez me dire comment ça se passe. Ils font une exposition. C'est une exposition en vente de miel spécial. Et chaque personne participe en achetant le miel, un miel d'art, on pourrait dire, d'artiste, participe à cette collaboration. Donc, parce que ainsi, chaque personne est dans l'air, est dans l'œuvre. Elle fait partie de l'œuvre. C'est-à-dire en achetant le miel, en le mangeant, on fait partie de l'œuvre. Alors, ça peut paraître un peu absurde, mais on pourrait rapprocher ça du mouvement de Lit Art, qui était un art en mangeant, des années 65. C'est-à-dire que chaque personne se nourrissait son âme, son esprit, en mangeant les œuvres. C'est-à-dire lorsqu'on allait au vernissage, on mangeait l'œuvre directement, et c'était une œuvre éternelle, puisque automatiquement, ça nous nourrissait, et ça nourrissait nos enfants, qu'on aura après, etc. Et toujours dans l'esprit des artistes. Alors c'est l'art conceptuel aussi, hein. Ça mélange, c'est-à-dire ça ramène à une éternité. Donc c'était une façon de voir. Donc le miel qu'on trouve aujourd'hui en 2010-2012, c'est une suite aussi, un succès d'année des années 65, c'est le lit art américain. Donc ces outils traditionnels, donc, on les trouve plus. On ne peut plus avoir le schéma hegélien, par exemple, de tout à l'heure, on ne peut plus du tout l'avoir, il est pulvérisé. Donc, c'est une autre façon de voir le monde. Donc, d'ailleurs, je vais vous lire un peu ce qu'avait déclaré Olivier Darnay dans son message. Il disait: la vente du miel a d'autres finalités que de travailler à sa rentabilité. Elle est envisagée comme un outil artistique et financier, préférant produire de la richesse et du collectif plutôt que de l'argent et de la solitude. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que non seulement hyper connectés, finalement, les gens sont très seuls. Ils sont face à leurs écrans. Et alors que là, c'est un travail très collectif. La vente du miel ne crée pas de monnaie, n'octroie pas de crédit, mais produit de la valeur par la création de flux monétaires d'abeilles et en générant une mission mondiale de pollinisation. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pollinisation. Alors ce qu'il faut voir, c'est que lorsque Olivier Darnay dit ça, c'est qu'on peut acheter des ruches. C'est-à-dire qu'on peut être propriétaire non pas d'un crédit, mais d'un crédit abeille. Et donc on peut acheter des ruches. Et on sait que ces ruches sont dans telle ville, produisent, etc. Donc ça fait partie de tout un monde vraiment calqué sur le monde coopératif et agricole. Donc c'est toute une autre façon de voir l'art aussi. Donc cette banque se déplace de ville en ville. Et on peut dire que, bon voilà, j'ai voulu vous donner rapidement cette approche pour que ça puisse ouvrir au dialogue, puisque c'était le but de cette séance, et pour dire qu'il y avait donc d'autres manières de voir l'art aujourd'hui, mais que cette manière de la voir, c'est quand même, cette manière est héritière de ce qui s'est passé avant. On ne peut pas voir aujourd'hui Olivier Darnay en 2010-2012 sans avoir compris un peu du chant ou les noms d'artistes, etc. Voilà. Donc c'était à peu près ces grandes lignes que je vous ai données, mais qui feront l'objet bien sûr de débat. À toi. Eh bien, vous savez, vous avez dit tellement de choses que c'est très difficile de reprendre, de continuer. Franck, tu es un enchanteur. Je le sens de plus en plus, et au fond, ta relation de plasticien avec la théorie de l'art et l'esthétique, hein, que nous fait l'art et que pourrait-il nous faire de bien? Cette dimension immunitaire de l'art, c'est une chose qu'on connaît chez toi. Doriac a écrit un joli petit livre
sur le land art, dont je vous conseille la lecture. Mais, oui, mais un enchanteur, je n'ai pas de notes, hein, j'ai, comment diriez-vous, oublié les notes. J'essaie d'oublier beaucoup de choses. La philosophie, ça consiste à oublier tout, surtout les idées. Oubliez les idées, Seigneur. Nous avons trop d'idées. Alors, bon, je bricole avec vous, puis je rebondis un peu sur ce que disent mes collègues, qui est fort, qui est juste, et je sens bien que, malgré certains de nos désaccords au niveau des présupposés, notre accord fondamental, c'est que nous avons compris que le désenchantement règne, et que le monde a cessé d'être habitable. Le monde a cessé d'être habitable. Ça n'est pas rien. Peut-être parce que les abeilles sont en train de disparaître. Bien sûr, si elles disparaissaient complètement, le monde serait inhabitable. Mais enfin, surtout parce que nous avons pris la place des abeilles. Pourquoi le monde est-il inhabitable? Parce que tout y est humain. Mes collègues ne verront pas ma liste, parce que je renverse l'ordre des facteurs, hein, mais je joue avec un paradoxe là, dont je comprends bien qu'il est explosif. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Ce qui ne serait pas encore humanisé. Ce qui n'irait pas, c'est que le monde ne serait pas assez humain. Il aurait besoin d'un surcroît d'humanité. C'est exactement le contraire. Tout est humain dans le monde aujourd'hui, comme tout est canin chez les chiens, comme dit Spinoza. Il n'y a plus que des humains, on n'entend plus que les humains, tout est devenu humain. De trop ample et large chez Allah et de assez restrictif et un peu exigu, excuse-moi. Chez toi. C'est pour ça qu'on est venus tous les deux. Moi, je vois, vous profitez merveilleusement. Là, toi, tu ouvres des autoroutes, lui, il va dans des impasses. Et moi, je suis déconcertée. Déconcertée parce que je suis accrochée nerveusement à mon concept d'art. Moi, j'ai l'impression que ça devient l'auberge espagnole, l'art. On y met tout. Bien que je sois complètement d'accord avec vous, Alain, qui voulait ouvrir l'éventail de la réflexion sur tout ce qui concerne le monde indépendamment de ce que l'homme pourrait y faire de beau ou de mauvais ou quoi que ce soit, etc. Donc je reste sur mon concept d'art. Alors finalement, vous me parlez de banquiers, artistes, agriculteurs, entrepreneurs qui investissent dans l'agriculture pour produire des œuvres d'art. Bon, ok, j'ai du mal. J'ai du mal parce que s'il est vrai, alors je vais pédaler un peu. S'il est vrai que il s'agit pour les gens de bonne volonté artistique de reposer le monde comme il est. Je suis d'accord. Le monde en défaut d'enchantement a besoin d'être enchanté. Et c'est le devoir des artistes. Je suis évidemment d'accord, je ne saurais pas être autrement que d'accord. Sauf que, s'agissant de l'artiste, c'est pas en cultivant dans le champ de l'agriculture ou de l'agriculture ou quoi d'autre qu'il va apporter de l'enchantement, un supplément d'enchantement au monde. En tant qu'artiste, toi tu le coupes de son tableau, de ses couleurs, de sa structure, de tout ce qu'il pourrait faire en termes d'art, tel qu'on l'entend, pour l'envisager comme producteur. Un producteur qui plus est dans le marketing et qui vend et qui achète, etc. Bon, ça c'est très américain. Moi, je comprends ça, je là. Sauf que
s'agirait-il pas de le, pour nous autres, un peu praticiens dans la réflexion de l'art, etc., même si je ne suis pas un spécialiste dans ce genre, j'ai d'autres compétences professionnelles, mais on y est dans cette réflexion. Ne s'agirait-il pas de redéfinir finalement cet art? Ne sommes-nous pas dans une mésentente terminologique, en fin de compte? Il s'agirait alors de redéfinir l'art, de l'écrire, Mais c'est fait. Alors, c'est pas dit, parce que quand même, on ne peut pas faire le pas brutalement, surtout le panier sémantique patrimonial de l'art. Là, encore, monsieur récepteur, au niveau commun, on peut dire, même moyen, ça reste une pratique de représentation symbolique aussi. Ça reste une façon de réinventer le sens des choses au-delà de ce qui est institué dans la pratique usuelle, dans la pratique institutionnelle, etc. Moi, je pense que, enfin moi, il serait soutenable de penser que réenchanter le monde par là passerait par une représentation symbolique autre qui échapperait aux formes consacrées, instituées, etc. C'est renouveler l'inspiration, imaginer d'autres moyens pour en même temps apporter un nouveau au niveau des filières de réalisation de ce qui s'appelle l'art. Voilà, je ne sais pas, je vois ce que je veux dire. Alors, c'est vrai, bon, tu as raison, mais c'est pour ça que j'ai bien pris la précaution de donner un peu des petits rappels historiques, pour bien dire que il y a une évolution, le monde change. Donc, l'art lui-même, il change. Et on ne peut pas le mettre dans la conception hégélienne uniquement. Sinon, ça reste figé et on tombe quelque chose de très fermé. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai parlé de Duchamp en 1920, sur Alice après, etc. Donc, ça a évolué et on en est à ce genre où l'art est politique aussi. Donc, Michael Dufresne n'a pas nous dire sur ça, c'est-à-dire qu'on est dans une période où la politique, entre le travail de l'agriculteur, des gentils, pour la communication, tout ça, ça rentre dans les questionnements de la jeunesse de maintenant aussi. Donc, ça fait partie aussi de l'art, c'est-à-dire l'art se nourrit de son environnement, de ce qu'il a. Donc c'est pour ça qu'à l'époque de Hegel, c'était peut-être pas la chose. Alors bien sûr, on va dire que c'est une partie, c'est peut-être 10% des artistes qui réfléchissent comme ça. J'ai pris le petit bout de la lorgnette pour montrer un aspect qui pouvait peut-être réconcilier le citoyen lambda avec aussi une fonction de l'art qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus mais qui n'est plus dans la beauté, qui n'est plus dans le simple émerveillement, qui est dans une façon d'être au monde, hein, de vivre le monde et de tenir compte de ce qui est en dehors de l'être humain, c'est-à-dire l'agriculture, la pollinisation, etc. Tout ce qui fait qu'on est humain. Donc, mais bien sûr, une exposition de Olivier Darnay, ça ne donne pas une exposition comme on a eu avant-hier. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des tableaux, on ne peut pas voir. On voit peut-être le résultat des investissements qui ont été faits. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est pas de l'art, c'est du marketing. Mais c'est de reprendre, mais ça donne un lien social à des gens qui n'étaient pas du tout liés. L'art est le moyen pour eux de les relier. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas,
qui étaient simplement des gens qui aimaient du miel, qui achètent ce miel, et qui savent qu'ils font partie du dispositif, au même titre que le lit A des années 60-65. C'est-à-dire que si ça n'avait pas existé, si Duchamp n'avait pas existé, si les surréalistes n'avaient pas existé, si tous ces mouvements n'avaient pas existé, on n'aurait pas eu cette conscience. Voilà. Mais je sais que j'ai pris par le petit bout, histoire de bien, de bien montrer. Voilà. Léon chante devant. Moi, je n'ai pas de réaction à cela. Tout simplement, on a beaucoup parlé d'art, un peu de littérature, de l'humain aussi, mais peut-être voir ensemble comment on peut articuler tout cela à la question de l'humanisme et éventuellement du post ou transhumanisme. Voilà. Parce qu'il s'agit de sciences humaines. Sciences humaines, dans son rapport avec toutes ces nouvelles données qui constituent notre condition humaine, on va dire, condition postmoderne, comment peut-on envisager l'articulation de tout cela? Est-ce que les sciences humaines sont encore valables dans cette conjoncture qui est quand même menacée, on va dire, hein, la menace elle est là, par la technologie? Est-ce que la technologie ne peut pas être au service des sciences humaines? Et si oui, comment? Voilà, ce serait là ma question. Je la trouve intéressante cette question et je rebondis juste un instant parce que, au fond, les sciences humaines n'ont pas seulement une dimension évidemment sémiologique, analytique, scientifique. Elle se pose la question du but final de l'existence et peut-être de l'existence du monde. La question que faire et comment la science pourrait-elle nous aider à faire mieux. Le problème de fond me semble qu'il est le suivant. Il n'y a pas d'autre qu'être. Il n'y a pas de plus qu'être. Quel est le but final de l'existence du monde? Le monde ne fera jamais qu'exister. Et transhumanisme, ou quoi que ce soit d'autre, enfin, si nous imaginons que nous arriverons un jour à faire plus qu'être, nous continuerons à nous détruire. Peut-être que le transhumanisme impliquerait le fait d'introjecter complètement l'idée que il y a 36 000 manières d'être et qu'il n'y aura jamais d'incarnation du plus qu'être. C'est tout. Il y a quelqu'un qui veut réagir dans la salle. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Marie-Valentine, docteur en sciences et technologies des arts. Concernant votre question, madame, à propos, est-ce que les nouvelles technologies sont peut-être au service des humanités ou des sciences humaines? Je peux dire que certes, elles peuvent, ces nouvelles technologies, à améliorer ou à nous aider dans ce domaine social, mais il reste toujours objectif. Je pense que juste le côté subjectif ne peut pas être animé par ces technologies, parce que en fait, il ne reste que des machines, des algorithmes ou des prérequis, des informations qui sont installées. Donc la subjectivité humaine, c'est celle-là qui ne peut pas la remplacer ou la... Voilà. Très bien. Ouais. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Vous avez raison, madame. Le seul problème, c'est que si la subjectivité humaine, c'est l'extension de l'intime, des richesses intimes, ça pose un problème parce que les hémorragies de subjectivité, c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que, vous voyez bien, c'est ce qui se passe dans une querelle de couple, où tout est intime. Où est le problème? Tout est intime. Mon intimité, ton intimité, notre intimité, l'intime. Et ça donne une catastrophe. C'est ce que dit Barthes. Dans une querelle de couple, la solution, c'est le meurtre, qui a lieu parfois, comme vous savez,
et parfois pas. Mais moi, j'ai tendance à penser que ce que nous avons de plus intime, c'est notre pouvoir de sortir de l'intimité. Je ne sais pas comment ça peut se faire, hein, mais je sens bien que le sujet, et en particulier le sujet occidental, il est mort. Il n'y a pas que Dieu qui soit mort. D'ailleurs, c'est la même chose. Le sujet est mort, c'est-à-dire les hémorragies de subjectivité, la transformation de la planète en quelque chose qui ressemble à nos... qui nous ressemble, quoi. Hein, vous voyez. Donc, quand le monde commencera à ressembler à autre chose qu'à l'expression de nos richesses intimes, les richesses intimes, c'est quoi? Vous comprenez, c'est toujours pareil. Quand les gens commencent à vous parler de leurs richesses intimes, vous savez que vous allez vous emmerder comme la pluie. Parce que c'est toujours pareil. J'ai des richesses intimes, j'ai pour vous que. Très bien. Et tes richesses extimes, c'est quoi? Est-ce que ça continue dehors? Vous comprenez bien, tout ça, c'est un peu de provocation, si vous voulez. Hein. Mais, bon, voilà. J'aime bien on voit dos à dos les deux notions, les richesses intimes et les richesses extimes. J'aime bien ça. Ça me stimule parce qu'effectivement, le fait de se renfermer sur soi-même, sur ses propres pulsions, sur ses propres soucis, et plus est le fait de les afficher et diffuser sur les réseaux sociaux, les gens pourraient vous introduire dans leur chambre à coucher. Ça s'appelle Instagram. Voilà, ça s'appelle comme ça. Je suis toujours, partout et toujours, je suis la seule chose qui existe au monde. Voilà, un nombrilisme pathétique, alors qu'effectivement, s'objectiver d'un point de vue de la relation au monde, Oui. et là, qui est silencieux, qui nous entoure, qui nous enveloppe, ça serait participer à une autre vision un peu plus intéressante peut-être pour tout le monde, du monde et de soi. Je vous rejoins dans cette idée de la richesse intime. Vu les avancées technologiques et tout, je vois qu'il y a plus de cette intimité en fait. Oui, je comprends. Parce que s'il y a une querelle, par exemple, une querelle entre un couple, normalement, ça être résolu entre les deux. Mais chacun va partager son souci à ses écrans, à ses followers et tout. Donc tout le monde va savoir cette querelle. Peut-être on n'arrive plus à résoudre cette querelle, mais plutôt à amplifier le problème et à exagérer dans cette peut-être une petite querelle qui va être un grand problème et tout. Donc cette intimité en présence de ces nouvelles technologies, je crois qu'elle est menacée. Je suis d'accord, mais vous comprenez bien, je suis d'accord avec vous. Hein, vous avez, je crois que vous avez très bien compris. Hein, il faut retrouver une intimité qui soit une intimité existentielle, au fond, l'étonnement d'être. Et ça, vous avez raison, tout ce qui est de l'ordre du calcul, le gomme, évidemment. Pourquoi? Mais simplement parce que le verbe être n'est pas une copule, en vérité. On ne peut pas installer des algorithmes qui analysent la signification du fait d'être. Et pour une raison bête, tenez, ça me vient comme ça, mais il n'y a pas de contraire au fait d'être. Voilà. Être n'a pas de contraire. Ça, c'est le grand mystère. Hein. D'accord. Pourquoi être en fait? Mais oui, mais écoutez, je dirais, on ne peut pas mieux dire. Il n'y a pas une semi-existence. Nous ne faisons pas les choses à moitié. Voilà, il n'y a pas de semi-existence. Être ou ne pas être. Voilà. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous ne sommes pas, et ça se voit. C'est peut-être la question du maintien. Il y a des gens dont on reconnaît qu'ils ne font plus qu'être. Oui. Moi, j'aurais tendance à appeler ça, comme Junger, la grande désinvolture. On en parlait tout à l'heure. Ça serait ça, la désinvolture, imiter le verbe être. Enfin, vous comprenez bien que ça ne s'enseigne pas. C'est une chose qui ne s'enseigne pas. Hein, vous savez, sextus empiricus. Ce qu'on ne peut pas imiter, on ne peut pas l'enseigner. Il dit ça, Sextus. Mais il a absolument raison, scientifiquement. Et en même temps, il profère une ânerie.
Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas enseignables et que cependant nous nous efforçons d'imiter, d'être à la hauteur de ce qui n'est pas enseignable. Pour moi, l'université, c'est ça, soit dit en passant. L'université n'enseigne pas l'enseignable. Mais comment faire avec ce qui ne peut pas être enseigné? On essaie de le vivre. Voilà. Ce qui n'est pas enseignable, on essaie de le vivre réellement. C'est ça. Le monde est là. Je suis là et le monde est là. Donc c'est comme ça que c'est l'épreuve de l'existence. Oui. Ah, mais je ne suis pas venu pour rien, c'est merveilleux. Je vais monter dans l'avion, rassénéré. Non, mais c'est vrai. Et on peut se mettre d'accord là-dessus. C'est ça qui est fabuleux. Un enfant de 4 ans comprend la différence entre le jugement prédicatif et le jugement existentiel. Vous lui dites, est-ce que le ciel est bleu et le ciel est-ce que c'est pareil? Il voit que ça n'est pas pareil et il comprend le mystère qui l'habite quand il dit le ciel est, mystère qu'il ne perce pas sauf en demeurant sous le ciel. Voilà. On va se demander si le ciel n'est pas bleu, alors quelle est sa couleur et d'où vient cette réflexion. Oui. Voilà. Bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, je vais rejoindre votre communication. Oui. Je vois dans la société animalière que vous le rapprochez de cette agriculture d'accueil. Je vois que c'est une métaphore du monde sociétal. Oui. Voilà, c'est un rapprochement très vrai, si on peut dire. Oui, c'est le monde qui est décalqué. Voilà, on peut dire. décalqué, l'union fait la force. Oui. C'est un grand titre. Et puis, c'est presque notre société. Ouais. Alors, oui, c'est vrai. Mais il y a eu l'utilisation des nouvelles technologies dans cette dimension-là, puisque le spectateur qui n'est pas spectateur, le public, se réfère par Internet. Il réserve des interruches, il réserve des choses. Donc, ils utilisent les algorithmes finalement, mais pour faire donner un sens peut-être aussi à leur vie. Aussi. Donc en ce sens, il y a une part de subjectivité. Pour satisfaire, c'est Oui. ça. Pour satisfaire. Et aussi, ça fait société. Bien, si on n'a plus rien à ajouter, on peut lever la séance. Oui. Peut-être qu'on passe aux communications. J'attends le projecteur. Il n'y a pas de souci. On va prendre une petite pause. Très bien. Allez, j'applaudis tout le monde.